Bonjour à tous. Et si on se disait que les fondations de notre civilisation, elles reposaient sur les mêmes conflits psychologiques qu'une névrose individuelle? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la théorie pour le moins provocatrice que Sigmund Freud a proposée en 1912. Il a fait un lien direct entre les tabous les plus anciens de l'humanité et notre esprit moderne. Alors pour commencer, on va partir d'une énigme. C'est une sorte de pont, un pont assez inattendu entre les peurs sacrées du monde antique et une blague qu'on pourrait très bien entendre aujourd'hui. Oui, pourquoi est-ce que les sociétés anciennes et les humoristes d'aujourd'hui ont cette obsession commune pour la belle-mère? Ça peut paraître surprenant, c'est vrai, mais c'est exactement cette question qui a servi de point de départ à Freud. C'est de là qu'il a commencé son enquête sur les règles les plus bizarres, les plus étranges de toute l'histoire de l'humanité. Vous imaginez la scène? Se cacher derrière un buisson, couvrir son visage? Non, là on ne parle pas d'une simple gêne ou d'une maladresse. On parle de tabous, de véritables interdictions sacrées qui étaient appliquées de manière mais vraiment extrêmement sévère dans ce qu'on appelait à l'époque les cultures primitives. Et ces règles, elles étaient partout. Des règles un peu folles, pas écrites, qui dictaient tout. À qui on pouvait parler, ce qu'on pouvait manger. Et Freud, lui, était complètement fasciné par ça. Mais attention, pas juste comme un anthropologue curieux, non. C'était parce que ces tabous lui rappelaient quelque chose de très précis. Quelque chose qu'il voyait tous les jours dans son propre cabinet à Vienne. Et voilà, on arrive au cœur de l'argument de Freud. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il va faire une comparaison assez saisissante entre ces anciennes lois sociales et la psychologie de l'individu moderne. Donc en 1912, Freud lance une idée, mais une idée vraiment radicale pour l'époque. Il dit en substance, écoutez, la structure même d'un tabou ancien, c'est la même chose, c'est identique aux symptômes de la névrose obsessionnelle. Il a vu un parallèle direct, un vrai miroir. Pour lui, les angoisses complètement irrationnelles de ses patients, leurs rituels, c'était comme l'écho des peurs sacrées de sociétés entières. Regardons un peu ces similitudes de plus près. D'un côté, le tabou, de l'autre, la névrose. Premier point, leurs origines sont complètement inexpliquées, mystérieuses. On ne sait pas d'où ça vient. Deuxième point, l'interdiction elle est imposée par une force intérieure, une sorte de terreur sacrée. Ce n'est pas une loi écrite, c'est une angoisse irrationnelle qui vient de l'intérieur. Et enfin, troisième point, et c'est ça qui est fou, l'interdit a tendance à se propager. C'est comme une contagion psychique qui passe d'un objet à un autre. Bon, d'accord, on a la ressemblance. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi le moteur psychologique caché qui fait tourner à la fois le tabou des anciens et la névrose des modernes? Pourquoi est-ce qu'on pourrait à la fois désirer très fort faire quelque chose et en même temps être complètement horrifié par ce désir? C'est une sacrée question. Et la réponse de Freud, elle tient en un seul mot, un concept vraiment puissant. Et ce concept, c'est l'ambivalence. C'est quoi l'ambivalence? Eh bien, c'est ce conflit psychologique central au fond de nous, où un désir très puissant, souvent inconscient, se heurte de plein fouet à une interdiction consciente tout aussi puissante. C'est une lutte intérieure, en fait. Alors, comment ce conflit naît-il? Selon Freud, ça se passe en 4 temps. D'abord, il y a un désir très fort. Ensuite, étape 2, une interdiction extérieure vient le bloquer. Non, tu n'as pas le droit. Mais attention, et c'est là le point crucial, le désir ne disparaît pas du tout. Il est refoulé, c'est-à-dire qu'il est poussé dans l'inconscient. Et le résultat de tout ça, c'est un état de tension constante entre le souhait caché et la règle qu'on a en tête. Ok, donc on a ce modèle pour un individu. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand Freud prend ce schéma et l'applique non plus à une personne, mais à la société tout entière, aux règles qui la fondent. Pour faire ça, il s'est penché sur un système bien particulier, le totémisme. Le totémisme, c'est ce système social et religieux très ancien où un clan se sent spirituellement lié à un totem, qui est souvent un animal considéré comme un ancêtre. Pour Freud, c'était la clé pour comprendre comment les premières sociétés se sont organisées. Et ce système, qu'on retrouve un peu partout sur le globe, il repose sur 2 lois fondamentales, 2 tabous absolus universels. Le premier, interdiction de tuer ou de manger l'animal totem, l'animal sacré, et le deuxième, interdiction d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de son propre clan. C'est ce qu'on appelle l'exogamie. Et pour Freud, évidemment, ce n'était pas du tout une coïncidence. Ces 2 lois n'étaient pas là par hasard. Non, pour lui, c'était un mécanisme de défense, une protection directe contre les désirs les plus profonds et les plus interdits de l'être humain. Et quels sont ces désirs? Eh bien, selon lui, ces tabous étaient la toute première défense de la société contre les 2 désirs les plus primaires et les plus puissants, tuer le père et posséder la mère. Oui, on est en plein dans le fameux complexe d'Oedipe. Mais pour Freud, ce n'était pas juste une histoire de névrose individuelle. C'était le conflit central, le cœur même du réacteur de la civilisation humaine. Et regardez ça, ces structures sociales incroyablement complexes comme ces classes de mariage en Australie.
Pour Freud, c'est l'illustration parfaite de son idée. C'est quoi tout ça? C'est un système gigantesque et super élaboré, conçu pour une seule chose, empêcher l'inceste à grande échelle. C'était la façon qu'avait la société de gérer ses désirs dangereux et refoulés. Alors on en arrive à la conclusion. Quel est l'héritage de tout ça? C'est là que Freud va nous livrer sa conclusion la plus surprenante. Une conclusion qui ne concerne pas les peuples anciens, mais qui nous concerne nous, directement, dans notre monde moderne. Parce que non, tout ça, ce n'était pas juste l'affaire de peuples sauvages, comme on disait à l'époque. Pour Freud, ce grand drame psychologique des origines, il n'a jamais disparu. Jamais. Il a juste changé de forme. Et là, il fait un parallèle hyper audacieux. Il dit que le tabou, d'un point de vue psychologique, c'est ni plus ni moins que l'impératif catégorique du philosophe Kant. Cette petite voix intérieure, cette loi morale absolue qui nous dit « tu ne dois pas faire ça ». Sans explication, sans justification, c'est juste un impératif. Eh bien pour Freud, c'est le descendant direct du tabou primitif. Donc au final, il n'y en a qu'un. Un seul et même conflit psychologique. Qu'on le regarde à l'échelle d'un seul individu névrosé ou à l'échelle de toute la civilisation, c'est la même bataille, toujours la même. La lutte entre nos désirs les plus profonds, les plus enfouis, et les règles qu'on est bien obligé de se donner pour pouvoir vivre ensemble. En d'autres termes, pour Freud, les fondements de tout ce qui nous structure, la religion, la morale, le droit, tout ça, ce sont en fait des systèmes de défense. Des défenses très élaborées que la civilisation a construites contre ses propres désirs refoulés, contre ses propres souhaits interdits. Ce qui nous laisse avec la question finale, la question provocatrice de Freud, qui résonne encore aujourd'hui. Est-ce que les règles qui tiennent notre civilisation debout ne sont au final qu'une immense défense collective? Une sorte de rempart contre nos désirs les plus profonds et les plus inavouables?